Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois d'août, que vous profitez de l'été. En tout cas, niveau sport auto, on est gâté, parce que tout est un petit peu condensé en ce moment, mais on va pas se plaindre. Ça nous permet d'en parler aujourd'hui dans Green White Checker, d'un nouvel épisode, le talk vidéo entre l'Afterlap, le podcast du sport auto, et notre ami Maxime Potard de la chaîne YouTube Maxou le Pilote. Salut Maxime. Salut LFB, bonjour à tous, si vous nous regardez, vous nous écoutez, puisqu'on rappelle que c'est aussi disponible en podcast audio. C'est vrai que le mois d'août ça se bouscule un petit peu, que ce soit aux États-Unis, en Europe, enfin bref, tout le monde a repris, ça fait du bien. On a beaucoup de choses à dire, on a presque parfois un peu de retard, ce sera le cas notamment en Formule 1. On reviendra brièvement sur le Grand Prix du 70e anniversaire, mais il y a beaucoup de choses à dire et je pense que ça va être encore un beau condensé cette semaine. Tout à fait Maxime, je signale qu'on va parler aussi d'Indianapolis après la F1, qu'on fera un tour d'horizon de toutes les disciplines et des dernières courses qui ont eu lieu. Vous savez qu'on aime bien ce côté panorama un petit peu du sport auto, mais on va commencer, comme tu l'as dit, effectivement, avec le drapeau vert qui s'agite pour que l'on évoque la Formule 1, qui ne fait pas relâche. En ce mois d'août, c'est le moins que l'on puisse dire. Allez, on entame le début de l'émission, donc la Formule 1 avec deux grands prix qui ont eu lieu ces derniers temps, en tout cas depuis notre dernière émission Maxime. Alors écoute, c'est le Grand Prix du 70e anniversaire, marqué par une superbe victoire de Max Verstappen, ça c'est vrai, on peut quand même le lui reconnaître, et toi je sais que ça ne t'a pas laissé insensible. Ah non. Tant mieux. Et ben elle était magnifique, non mais c'est vrai, et puis on va parler évidemment du Grand Prix d'Espagne, mais juste pour revenir sur ce 70e anniversaire, bah écoute, c'est vrai que cette victoire, elle a été unanimement appréciée, parce que Verstappen est allé chercher les Mercedes et les a battus, square comme on dit en anglais. Il n'y a pas eu photo. C'est bien lui qui a gagné. Ah, c'est sûr que là, il l'a joué assez fine, notre ami Max, et c'est la preuve aussi que la Red Bull est capable à la régulière, avec un petit peu de réflexion et de stratégie, de se battre avec les Mercedes et de les battre, puisqu'il n'y a pas eu de safety car, il n'y a pas eu vraiment d'éléments extérieurs, c'est vraiment à la stratégie. Alors on peut dire que la course a été gagnée en Q2, puisque Verstappen était parti avec les pneus les plus durs, donc c'est très rare que l'on ait si peu d'écart entre les gommes et qu'on puisse risquer cela avec une voiture performante, ça c'est déjà vu dans le passé, mais le fait que Verstappen le tente et que ça marche, ça rassure un petit peu. Et il était plutôt serein, parce que quand on entend encore les teams radio à l'époque, il y a un petit running gag qui est en train de se mettre en place avec son ingénieur qui dit « Oui, n'oublie pas de t'hydrater, on fait une course tranquille », mais il a l'air plutôt serein et en maîtrise, et c'est ce qui manque aujourd'hui à quelqu'un comme Vettel par exemple, c'est-à-dire cette confiance naturelle. Verstappen a une équipe derrière lui, et il sent aujourd'hui que Red Bull est autour de lui plus que jamais pour aider à battre Hamilton. Je pense que du côté d'Hamilton, on a été un petit peu déçu de passer à côté de cet anniversaire. Est-ce qu'on a voulu éviter la Bérésina de refaire une deuxième fois l'aventure Pirelli? Je pense qu'avec les pneus plus tendres, on était à l'abri de ça, mais on n'a pas eu de problème d'ailleurs sur ce week-end-là. Il a fait moins chaud aussi. Mais voilà, le fait que Verstappen gagne le 70e anniversaire, au-delà du fait que ça fasse du bien que ce ne soit pas une Mercedes sur la plus haute marche, c'est aussi la symbolique, parce qu'on sait qu'on est en Angleterre, que c'était pour Hamilton, que tout était déjà dû au pilote britannique. Ben non, parce qu'en fait, Red Bull doit prendre des risques, et aujourd'hui, c'est plus possible de ne pas prendre de risques pour essayer de battre Mercedes. S'ils veulent à la régulière finir devant, ils se disent on n'a rien à perdre, au pire on fait 3, parce que jusque-là, Verstappen a quasiment fait 3, à part quand il a eu un problème technique en Autriche. Voilà, Mercedes pour moi a fait sa course en étant pépère, et un jour s'est retourné en se disant ah mais il y a Verstappen qui est en train de nous la mettre à l'envers, ou en tout cas de nous la faire dans le dos. Bah ça fait du bien. Alors au-delà du fait que j'aime bien Max, c'est vrai que ça fait du bien, voilà. Bon, Hamilton ne s'est pas empêché, je sais pas si tu as vu, de prendre le podium, de prendre le trophée du vainqueur sur le podium à Verstappen. Il s'est trompé, il est parti avec le podium, avec le trophée du vainqueur sur le podium. C'était assez marrant, il a tellement l'habitude. Mais voilà, en tout cas pour l'Angleterre, c'était un Grand Prix qui était animé, qui était tendu. Moi j'avais vécu ça un petit peu, tu sais, dans une terrasse. J'étais à l'extérieur pour le suivre sur un téléphone avec un petit verre en terrasse. Il faisait très chaud ce jour-là, il faisait 35 degrés en Belgique. Et sincèrement, c'était un très beau Grand Prix, beaucoup plus intéressant que ce qu'on a vécu ce week-end. Ah oui. Avec un Grand Prix d'Espagne où on va peut-être pas autant s'étaler, parce qu'il s'est pas passé grand-chose finalement. Non, c'est vrai que c'est souvent décevant en Espagne, il faut bien le reconnaître. Alors écoute, moi j'ai quelques bons souvenirs, je fais toujours un peu vieux quand je te dis ça, mais j'étais par exemple présent sur place en 95. Quand Schumacher arrache une belle performance avec une voiture bloquée en 5e vitesse, dans le 5e rapport. C'est vrai que c'était hallucinant à l'époque, on se demande comment il pouvait s'arrêter au stand, parce qu'il fallait faire un arrêt au stand. Donc je me souviens que ce Grand Prix d'Espagne, oui, il avait été assez marquant, parce que Schumacher avait fait quelque chose d'exceptionnel, et j'étais sur place. Et en 95, Benetton a eu énormément de problèmes avec l'électronique. On se rappelle aussi au Canada, il y a eu des changements de volant. C'est vrai que c'était très compliqué de gérer l'électronique avec le moteur qui était devenu un moteur Renault et plus un moteur Ford chez Benetton. Ça a posé quelques soucis effectivement.
Après, tu te souviens, sous la pluie, il y a eu quelques éditions des années 90 qui étaient quand même pas mal. La fameuse image Mansell-Senna en 92, si je ne m'abuse. Bref. 91 pour la première édition. Ah, c'est ça, oui, t'as raison. Ouais. Ces dernières années, il y a eu l'accrochage Hamilton-Rosberg au troisième virage. Ça, c'est sûr que c'était un événement majeur. Et la première victoire de Verstappen. Bon, ça a bien eu lieu à Barcelone, donc c'était. Mais force est de constater que souvent, le Grand Prix d'Espagne est un petit peu ennuyeux, on va dire. Alors, tu sais qu'en Espagne, mon cher Maxime, il y a des arènes. Hein, oui. Voilà, tu sais que dans les arènes, il y a des taureaux, on pourrait dire des Red Bull, mais que là, les taureaux, ils ont été un peu tués rapidement, effectivement, par le roi de l'arène. Qu'est-ce que tu en penses de celle-là? Elle est pas mal. Hamilton, bien sûr. Alors, qui a repris son sceptre. Hein. On a le sentiment qu'effectivement, après la parenthèse du 70e anniversaire, qui malgré tout a dû un peu l'embêter, parce que c'est vrai que c'était un Grand Prix un peu symbolique. Et moi, j'avais dit dans l'Afterlap, il n'y a que 3 vainqueurs possibles si on part du principe que ce Grand Prix sera un peu unique au monde. Et peut-être dans l'histoire de la F1. Il faut que ce soit Hamilton qui le gagne parce que c'est le meilleur et que quelque part c'est symbolique qu'il gagne le Grand Prix un peu spécial de l'année, voire de l'histoire. Bon. Ou alors c'est l'avenir qui va gagner, et les avenirs c'est Verstappen ou Leclerc. Tu vois ce que je veux dire? Toute autre victoire n'aurait pas eu une portée peut-être symbolique. Là, le fait que Verstappen gagne quand même le Grand Prix du 70e anniversaire, pour moi j'y vois une sorte vraiment de signe encore plus marquant pour l'avenir. Bref. Toujours est-il que donc c'est bien ce qui s'est passé, et Hamilton, on l'a senti, voulait évidemment remettre quelques pendules à l'heure ou quelques points sur les i. Et donc t'es comme moi, t'as compris dès le samedi que a priori c'était bon et qu'il allait gagner. Hein. Lutte, il y aurait pu avoir entre notre ami Hamilton et Bottas. Il y a d'ailleurs eu pas mal d'explications pendant. Moi j'aime beaucoup suivre les essais libres en ce moment parce que je trouve qu'entre les Mercedes il y a une petite bataille de qui va finir le millième devant l'autre. Au-delà de ça, oui, il y avait pas match. Il y avait pas match ce week-end en Espagne. Même derrière, je trouve que habituellement j'aime bien suivre le midfield entre McLaren, entre AlphaTauri, Ferrari, etc. Là. Il y a eu quelques bagarres, effectivement. Il y a eu un petit duel entre Sainz qui s'est un peu battu, mais ça a été très vite aussi tué dans l'œuf. On a vu Leclerc qui avait un problème technique. Les Renault étaient un petit peu nulle part. Vettel qui, pour moi, est driver of the day et il le mérite parce qu'il a fait une course quand même assez exceptionnelle. Il est revenu de très très loin en dépit de tout ce qu'il a vécu les semaines d'avant. Je trouve que voilà, il le découvre même à l'interview quand on dit ben voilà, Sébastien, vous êtes driver of the day. Il fait ah oui, c'est vrai, incroyable. Leclerc, Ferrari, ça continue de ne pas fonctionner. Le problème, c'est que jusque-là, c'était Vettel, on pouvait dire que c'était Vettel. Là, c'est pas Vettel qui a eu un problème, c'est Charles. Donc Ferrari, j'ai l'impression qu'on dit la même chose, hein, LFB chaque semaine quand on se voit, mais Ferrari, ça continue de creuser et je sais pas jusqu'à quand on va laisser le bateau se noyer chez Ferrari, mais ça commence pour Binotto, je sais pas comment il dort la nuit. Hein. Surtout que alors c'est vrai, on en vient à glorifier entre guillemets une 7ème place de Vettel chez Ferrari. Bon bah écoute, c'est les circonstances qui veulent ça cette année, mais dans l'absolu c'est dingue. Mais bon, c'est vrai que là on en vient à dire qu'il a fait un super Grand Prix, mais ce n'est que pour une 7ème place au volant d'une Ferrari. C'est vrai que c'est incroyable. Bon, non, t'as vu, c'est les petits échanges un peu aigre-doux à la radio pendant le Grand Prix, et qu'après les deux essayent d'un peu d'étouffer le truc en disant non c'est un truc normal, parce que c'est vrai, ça c'est vrai. En revanche, je me permets de le dire à nos auditeurs et téléspectateurs, quand des fois tu écoutes les conversations d'un team dans l'intimité, si j'ose dire, ou de manière continue sur une séance d'essai ou dans n'importe quelle discipline, ça m'est arrivé dans ma carrière d'avoir cette chance. Oui, ça se parle beaucoup plus franchement et parfois ça s'engueule, faut être honnête. C'est comme Verstappen, on lui a dit maintenant tu la fermes, tu roules et point, on sait ce qu'on fait avec les pneus. C'est tout à fait normal dans l'absolu. C'est évident qu'à un moment donné, bah oui, on n'est pas d'accord, ou on est énervé, ou on est fatigué. C'est évident. Mais là, quand Vettel répond d'une manière très sèche à la radio et qu'après on nous dit non, c'est tout à fait normal. Non, ça n'est pas normal. Je suis désolé. Il y a eu beaucoup de mauvaise foi pour s'étonner qu'on s'étonne, mais non, c'est bien révélateur, encore plus s'il le fallait, du malaise. Et pour préciser un petit peu le sujet duquel on parle, c'est vrai que si vous n'avez pas suivi le Grand Prix, à un moment donné, il y a Ferrari qui appelle Vettel à la radio, qui dit bon, ça te dit d'aller au bout avec ces pneus-là? Il fait hey, j'ai demandé ça il y a 3 tours, maintenant vous démerdez, je fais ça et puis c'est tout, on verra ce que ça donnera. Donc il a le sentiment de parler dans le vide, mais il faut comprendre qu'il anime aussi cette situation parce que je ne sais pas si tu as suivi les essais qualificatifs de la Q1 à la Q3, jamais Vettel n'a ouvert la radio. Je suis une chaîne YouTube qui prend les communications en extrait pendant le Grand Prix, les choses marrantes, etc. Et il les met un petit peu en image, c'est assez sympa. Ça se trouve facilement, vous mettez Team Radio et vous avez des extraits, par exemple quand quelqu'un se plaint ou quand il y a des messages un peu marrants, et ils font des compilations. Mais sur ce Grand Prix, il y a eu une vidéo qui est sortie
l'intégralité des messages de Vettel pendant les qualifications. La vidéo dure 3 secondes et ça fait pip, c'est tout. Il n'y a rien eu. Donc je trouvais ça assez marrant, mais c'est quand même... Ah ouais. C'est quand même aussi lui qui crée ce malaise, parce qu'il a beau dire je suis la victime, je suis le Calimero. Ouais, Ferrari s'occupe pas de moi, me laisse sur le côté, je suis plus le premier pilote, voilà. Ben, il le cherche peut-être. Alors certes, il est déçu, certes, on lui a aussi, je pense, mis le couteau sous la gorge cette saison, et il est victime de ce qui se passe chez Ferrari, de son éviction, et le fait de devoir continuer avec cette confiance qui est cassée. Mais je pense que on peut moi, je l'excuse personnellement, parce que je pense qu'on lui a tellement mis sur le dos. Maintenant, il va se dire, ah oui, la Scuderia qui, depuis 50 ans, ne fait jamais rien de mal, s'est toujours arrangé avec la FIA, a toujours eu dire que les pilotes étaient bien lotis, on s'occupait d'eux, ils étaient chouchoutés. Non, la réalité, c'est ça. Et l'entité Ferrari, tu le sais bien mieux que moi en Formule 1, elle est intouchable. Leur veto, leur historique, leur palmarès, leur image, ce qu'ils représentent. Quand il y avait un problème chez Ferrari, on disait pas que c'était un problème moteur, on disait que c'est le pilote qui avait un souci. Je crois qu'en Berger en 94 il arrête à Imola. On a dit oui, tu veux qu'on dise que ça se passe mal. On en voit aussi dans le film Rush, évidemment c'est romancé quand Loda arrête à Fuji en 76. Mais l'idée elle est là, c'est qu'on ne pouvait pas remettre en doute surtout le moteur. Bon, c'est vrai que dans les années 90 ça a été compliqué de ne pas le faire puisque ça fumait quand même sacrément blanc derrière les voitures rouges. Mais voilà. On ne peut pas critiquer la maison Ferrari, Prost le sait. Aujourd'hui, Vettel est en train de l'apprendre. Le problème, c'est que Vettel, il a déjà plus de contrat. Alors, certains disent, oui, Giovinazzi, d'ici la fin de saison, va être à sa place. Moi, je pense pas. Je pense que Vettel va vraiment aller au bout, va boire le calice jusqu'à la ligne, jusqu'au mois de novembre. Et voilà, j'ai l'impression de voir deux gamins de 10 ans qui, après une journée de stage sportif, se disent, ouais, mais lui, il a insulté ma maman, lui, non, il a dit ça, lui, il m'a dit ça, lui, il m'a pris mon goûter. À un moment donné, est-ce que c'est digne de Ferrari ? Est-ce que c'est digne d'un quadruple champion du monde? Je pense que les deux peuvent se remettre en question. Oui, non, tu as tout à fait raison. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On est quand même entre pros, même si évidemment l'ambiance n'est pas terrible. Et on ira au bout de l'année, certainement un peu en mode un peu pénible. Et tout le monde sera content que ça se termine. Mais non, on en reparlera dans quelques semaines s'il se passe vraiment quelque chose. Mais je peux pas croire qu'effectivement Vettel sera remplacé. Non, écoute, je crois qu'on a tout dit. C'est vrai que c'est vraiment un Grand Prix qui nous a un petit peu énervé même parce qu'on veut vibrer en cette saison si spéciale et que là, on s'est ennuyé. Hamilton est seul au monde toujours et Verstappen confirme qu'il est son vrai seul adversaire et qu'il arrive à battre Bottas maintenant à la régulière. Donc fabuleux Verstappen, mais effectivement il y a plus de 30 points. Non, ce qu'il faudrait, c'est malheureux à dire. Il faut absolument qu'Hamilton abandonne un jour. Au moins. Ben oui. Voilà, ça c'est pas contre lui qu'on dit ça. On n'est pas anti-Hamilton, bien au contraire. On ne cesse semaine après semaine de louer son talent et sa maîtrise et sa place dans l'histoire qu'il a de plus en plus. Et d'ailleurs, chaque Grand Prix maintenant, c'est l'occasion de battre un record. Donc écoute, on est tous avec lui en quelque sorte. Mais là, il faut absolument qu'il abandonne. Je veux dire, c'est fou. C'est fou de dire ça quand même. Hein. Il faut qu'il abandonne. Il faut sauver le soldat F1 presque. il est toujours à l'arrivée. C'est incroyable. Mais bravo à lui, bien sûr. Bravo à Mercedes, c'est sûr. Mais bon, c'est un peu le syndrome d'Audi dans les années 2000 au Mans. C'est-à-dire qu'ils sont tellement chill, cool. Ils sont pas à la limite. Ils ne casseront jamais tant qu'il n'y a pas de concurrence. La seule concurrence, c'était la maison mère, c'était Porsche. Mais voilà, pour l'instant, on est dans une phase où on va vraiment, je l'ai déjà dit il y a quelques semaines, on va finir un cycle. Que ce soit, on parle de Toto Wolff qui n'a plus de contrat pour l'année prochaine. Alors, est-ce que c'est pas pour dire de faire un petit peu de vente de papier? Parce que sincèrement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de silly season. Parce qu'habituellement, c'est maintenant que ça devient fou pour les transferts. Et là, quasiment tout est fait. On sait pour Alonso. La seule question, c'est Vettel, Aston Martin, oui, non. C'est la seule question qui m'intéresse. Après, c'est vrai que derrière, on a aussi peut-être Raikkonen dehors. Est-ce que ça va être fini? Est-ce que Raikkonen refait une saison? Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il faut amener du sang neuf. Est-ce qu'il sait faire autre chose? Oui, il va s'occuper. Maintenant, il va préparer la génération suivante. Mais, allez. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le midfield. Vraiment. Parce que devant, je vais pas dire que ça redevient comme il y a 20 ans, mais on sait qu'il va faire le podium, sauf catastrophe. Mais vraiment, je me suis ennuyé ce week-end. C'est-à-dire que McLaren a bien performé, mais Sainz, ça n'a pas été la folie à la maison. AlphaTauri, Pierre et Kvyat ont fait quand même un boulot correct. Renault, Ricciardo, enfin je suis désolé, chaque semaine j'oublie Renault parce qu'il se passe rien quoi. Hormis la 5ème place de Ricciardo. Ok, Esteban fait du bon boulot, mais toujours dans l'ombre de Ricciardo. Est-ce que Ricciardo va autant se donner, sachant que l'année prochaine il va dans une autre équipe? Comment Sainz peut se dire l'année prochaine, où est-ce que j'ai mis les pieds? Je l'ai mis sur Twitter, qu'est-ce que j'ai fait avec mon contrat pour l'année prochaine?
moi je pense que pour l'instant, le seul intérêt, la seule actualité pour moi au-delà des résultats, c'est peut-être le retour d'un Grand Prix de Turquie, et ça m'intéresse, sincèrement. Ouais. On est en discussion, il n'y a pas de nouveauté, mais ça se dessine. On en reparlera, je pense, dans 2 semaines, ce sera acté. Mais il va falloir la finir cette saison, il va falloir un champion. La course aux statistiques, c'est les 91 victoires de Schumacher. On est à 88, je pense, pour Lewis Hamilton maintenant. Il va y arriver, il va le battre. Oui. Pour ma génération, ça va être la fin d'un cycle, peut-être moins pour la tienne, parce que moi j'ai grandi avec la génération Schumacher. Donc c'est vrai que voilà, est-ce que le GOAT, comme on dit, le greatest of all time, sera désormais Hamilton avec cette statistique? En tout cas, sur le papier, pour moi, ça fait quelques temps qu'il peut prétendre à ce statut. C'est vrai que ça va être dur de l'accepter, mais bon, c'est un cycle, c'est comme tout. Voilà, les choses évoluent, les records sont faits pour être battus. On a dit ça de Senna, on a dit ça de Fangio, quand Schumacher est arrivé, enfin voilà. Donc j'ai hâte de voir comment va être géré par Liberty Media cette passation entre Schumacher et Hamilton. Est-ce qu'on va lui remettre encore un casque? Il a déjà eu celui de Senna il y a quelques années au Canada. Donc voilà, moi je suis un peu curieux de ça cette année, hormis la domination d'Hamilton, on a notre champion, il sera 7 fois champion du monde, c'est très bien, ce sera un chiffre porte-bonheur pour lui. On verra la suite, quid de Toto Wolff, quid de Bottas, qui a un contrat mais pour 1 an. Moi je pense que le chamboulement on l'aura l'année prochaine et que cette année on stagne j'ai envie de dire, on oublie, on finit, on élague la saison Grand Prix par Grand Prix et advienne que pourra, quels que soient les résultats. Non, t'as raison une fois de plus, et on est dans le même état d'esprit, mais on veut croire qu'effectivement d'ici la fin de cette saison 2020, il y aura des grands prix quand même un peu plus surprenants et qu'on aura un jour des résultats qui sortent de l'ordinaire ou des déroulements qui vont nous faire nous passionner, mon cher Maxime, en se retrouvant pour un autre numéro de Green White Check-up. Allez, je te propose d'enchaîner, on quitte là la page F1 et on va passer le drapeau blanc et on va parler donc sport américain et notamment la plus grande course du monde, Indianapolis. Voilà, c'est normal de brandir le drapeau blanc qui signifie le dernier tour, vous le savez. Et oui, on parle sport US et Indy 500, la plus grande course automobile du monde avec les 24 heures du Mans. Pardon? Enfin, on y est. Ça fait longtemps, on l'a attendu. Alors Indianapolis qui va donc bien avoir lieu en fin de semaine, même si, au bout du compte, ça sera à huis clos. Enfin bon, allez, on va dire que le plus important est sans doute que la course ait lieu symboliquement, tout ça. Et donc, là, on est en mode un petit peu preview, mon cher Maxime. Alors c'est vrai que l'homme de la semaine, c'est Marco Andretti, qui est donc en pole position. Marco Polo, pole position, voilà. Moi, je me souvenais de son grand-père, évidemment, Super Mario. S'il y a bien Super Mario, le vrai, c'est bien Mario Andretti. Là, c'est Super Marco. Alors, ma petite question, tiens, toi qui es évidemment plus jeune que moi, Marco Andretti, comment tu le considères ou comment tu le considérais il y a encore une semaine? Parce que je sais que son image est un petit peu ambivalente. Alors moi après je te dirai ce que je pense de Marco Andretti, mais toi, c'était quoi ton regard sur Marco Andretti avant cette pole? C'est la chance qui n'est jamais arrivée, je pense. C'est vrai qu'on avait eu à l'époque, moi je me souviens évidemment de Mario, mais c'est vrai que Marco ne m'a jamais, je vais pas dire impressionné, mais voilà, il faisait sa vie dans le peloton et puis voilà, des fois ça allait mieux, un peu moins bien. Là il nous sort ça et on fait ah bon, quoi, pardon. Voilà, donc c'est arrivé un peu sur le tard. Bon, félicitations à lui parce qu'il faut malgré tout le faire. C'est encore une fois une preuve supplémentaire qu'il faut une bonne voiture pour gagner l'Indy 500, je pense que voilà, mais il faut savoir la manier, c'est pas le tout d'avoir une bonne voiture, donc maintenant on peut dire qu'il a l'expérience. Donc c'est vrai que c'est un profil qui est un petit peu transparent pour moi, qui est pas symbolique autant que qu'était la famille Andretti évidemment. On sait que Michael a eu des déboires en Formule 1, j'ai retenu ça aussi pour le coup, mais c'est vrai que voilà, pour moi, c'est vrai que tu n'as pas ton Mario derrière toi que tu as chaque semaine dans ton décor. Cette semaine, c'est dommage. Mais c'est vrai que voilà, moi, j'ai pas plus d'affinité que ça pour lui. Je suis content pour lui. Effectivement, quand on voit ceux qui sont derrière, il y a quand même du beau monde. Il n'a pas volé non plus cette pole. Maintenant, est-ce qu'il va être capable mentalement, avec son équipe, de l'amener au bout, cette voiture? Je suis pas certain. Je pense que voilà, est-ce qu'on n'a pas juste essayé de faire la pole et de risquer que la voiture soit bien pendant la qualif et la course, pas dire on l'oublie, mais est-ce que tu penses vraiment, toi, qu'il est capable d'aller tenir ces 500 miles? Moi, je pense pas. Personnellement, je pense. Non. Il est pas prêt. J'ai un petit doute, effectivement. Et pas seulement parce que, mine de rien, les Andretti sont maudits maintenant, Indianapolis, oui. depuis tant d'années. C'est vrai, quand on pense que Mario a gagné en 69 et que Michael a le triste record d'avoir mené le plus grand nombre de tours et de n'avoir jamais gagné Indianapolis, et il y a au moins 2 éditions où franchement c'était horriblement injuste. Il aurait dû gagner, il méritait de gagner. C'est vrai que là, c'est... Alors Marco, moi, tu sais, mon souvenir,
c'est 2006. Là, souvent, je rigole un petit peu sur ta jeunesse, mais peut-être que tu t'en souviens quand même, quand Marco Andretti arrive à Indianapolis en 2006 et qu'il manque de gagner. Ça, les gens s'en souviennent pas. Il est rookie. Et effectivement, c'est la belle histoire, parce qu'Andretti, on sait que c'est une dynastie, c'est une lignée, et nous-mêmes, on est tous les premiers à vouloir qu'il y ait un Andretti au départ d'une course. C'était comme les Unser aussi. Oui. Bon, bah voilà, à Indianapolis, il doit y avoir un Andretti ou il doit y avoir un Unser, ça fait partie de l'histoire. Donc on était content que Marco prenne la relève. Et les gens ne s'en souviennent peut-être pas, mais Marco Andretti, en rookie, manque de gagner Indianapolis. Oui. Ça se joue à 6 centièmes près, puisqu'il est en tête au dernier virage, et qu'il se fait doubler sur la ligne par Samorni Junior. Alors, moi je te cache pas qu'à l'époque j'étais pour Samorni Junior. Pourquoi ? Parce que on avait le sentiment en voyant la course que Marco Andretti, ça aurait été une superbe histoire qu'il gagne, évidemment, par rapport à son grand-père, à son père, mais qu'en quelque sorte c'était trop tôt. Il était rookie, que c'était l'héritier, qu'il avait le temps de gagner. Alors que pour Samorni Junior, cette victoire à Indianapolis était un petit peu une sorte d'apothéose. Samorni Junior était déjà champion IRL depuis bien des années. Moi, je le commentais sur Motors TV depuis la fin des années 90 sur la nouvelle discipline IRL. Oui, IRL. Et donc, Samorni Junior méritait aussi de gagner Indianapolis dans sa carrière. Tu vois, c'était vraiment le meilleur pilote américain de monoplace à l'époque. Bon, c'était à une époque où il y avait encore différentes appellations, mais c'était le meilleur américain. Donc, j'étais content qu'il gagne Indianapolis. Mais il faut vraiment se rendre compte qu'il le double à l'aspiration sur la dernière ligne droite. Hein. C'était vraiment ric-rac. Bon. Simplement, on m'aurait dit que jamais depuis ou après Marco Andretti ne réussirait à gagner Indianapolis. Là, pour le coup, j'aurais été triste pour lui. Et c'est bien ce qui est arrivé. Alors, sur Canal+, notre ami Renaud Derlot ne manque jamais un petit peu d'être un peu acide vis-à-vis de Marco Andretti, qu'il accuse d'être un peu le fils à papa et d'avoir évidemment un volant en forme de rente, ce qui n'est pas faux. Ça, on ne peut que le constater, c'est sûr. S'il y en a bien un qui sera toujours présent, bah c'est Andretti dans une équipe qui s'appelle Andretti. Oui, ça, on voit pas comment il pourrait en aller autrement. On salue Stroll, Aston Martin, évidemment, en Formule 1. Voilà, c'est l'idée. Mais bon, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Voilà, et depuis quelques années, Marco Andretti est souvent un peu fantomatique et semble ne pas être au niveau. Mais là, écoute, j'ai envie de te dire, aller chercher une pole à 375 km/h de moyenne, bah encore une fois, faut le faire, quoi. Oui. Donc il l'a fait, c'est une belle histoire, moi je suis content pour lui. Après, non, comme tu disais, j'ai du mal à penser qu'il va y arriver. Le truc un peu énervant d'Indianapolis cette année, c'est qu'on a l'impression que si on a un moteur Chevrolet, on peut pas jouer la gagne. C'est vrai que c'est un peu énervant comme ça que chaque année on découvre, dès le début, qu'il y a un motoriste qui est devant l'autre et tout semble déjà un petit peu écrit. Mais attention, cette course est quand même assez unique au monde, donc je veux croire qu'il peut se passer des choses. Mais là, a priori, Honda a bien verrouillé. Et du coup, évidemment, nous qui suivons un petit peu plus attentivement Simon Pagenaud que les autres, ça sent moyen hein, pour notre ami Simon pour défendre son titre. Ça va être compliqué. Et puis, voilà, il y a toujours cette surprise. Au moment où on arrive à Indy, quand c'est pas les pneus, c'est les moteurs ces dernières années. Ne me dis pas qu'ils ne le savent pas. C'est vrai que pour le coup, c'est vrai que c'est un circuit vraiment unique au niveau de sa composition, au niveau de ses angles, etc. C'est vraiment un tracé où il y a déjà 4 virages, c'est bête, mais la forme du circuit est assez spéciale pour les relances, etc. Maintenant, voilà, moi je me rappelle qu'Alonso aussi, avec son moteur Honda, on l'avait vu déjà gagner avant même qu'il mette un pied. L'année passée, c'était pas du tout la même histoire. Moi, cette année, j'y mettrais peut-être une pièce aussi sur l'ami Fernand, mais effectivement, voilà, on sait que on peut déjà prendre la moitié du peloton, enfin un tiers du peloton et dire merci, au revoir, quoi. C'est dommage, parce que c'est des investissements, c'est des boîtes, des entreprises, des sponsors qui s'impliquent. Et ok, participer, c'est une bonne pub, mais participer pour participer, est-ce que c'est suffisant aux yeux des investisseurs et de certaines équipes? Après, je peux comprendre qu'au niveau des motoristes, ça râle un petit peu, parce que est-ce qu'il faut remanier le règlement? Est-ce que pour peut-être préparer des essais spécifiques à Indianapolis avant que ça compte pour voir où on en est au niveau moteur? Laisser, je sais pas, 3-6 mois, on fait une super week, test week au mois de mai, au mois de juin, on regarde un petit peu quand la météo est pas trop mauvaise. Cette année, c'est extrêmement spécifique parce qu'on ne pouvait pas y rouler avec le Covid, donc on a pu reprendre seulement en ce mois d'août. Mais en temps normal, c'est vrai que tu as raison, ça fait quelques années que je me dis merci les gars d'être venus, faites-nous des drapeaux jaunes et voilà quoi. Mais c'est dommage parce que ça gâche un petit peu ce côté justement massif peloton. Moi je suis désolé quand je vois depuis 20, 30, 40 ans les départs en archive, quand je vois les départs à Indy, souvent d'ailleurs des archives commentées par un certain LFB d'ailleurs dans mon disque dur. Mais c'est vrai que voilà, quand je vois cette meute qui arrive, se dire que voilà, tous peuvent gagner, ils sont tous sur le même pied d'égalité, ça change un petit peu le sel de la course, l'envie de voir ça en se disant voilà, sur un drapeau jaune, un décalage, un arrêt, etc., un splash and dash, tout peut se jouer. Mais te dire que rien que
que si on est décroché du peloton, bah, au bout de, je sais pas, 50 tours, c'est fini. C'est un petit peu dommage, effectivement. Ça gâche un peu la fête. Écoute, moi j'en ai commenté plusieurs en direct, effectivement, Motors TV, de souvenirs qui prouvent qu'effectivement tout peut toujours arriver. En 99, le premier jour de l'existence de Motors TV, c'est la retransmission d'Indianapolis, donc tu vois, ça remonte à un bon paquet de temps. Et c'est Kenny Brack qui s'impose. Tu te souviens quand on y pense qu'un pilote suédois a gagné Indianapolis, incroyable. Mais il s'impose parce que Robbie Gordon, qui est en tête, rentre au stand dans le dernier tour. Ça va pas au bout. Donc là, si c'était pas un coup de théâtre, ça, je sais pas ce que c'est. Et puis en 2011, et là évidemment c'est un souvenir très particulier pour moi, puisque Simon Pagenaud était à côté de moi pendant 3 heures en studio à Paris. Il commente avec nous, Simon, avec Jean-Luc Roy aussi. Et donc c'est là où Hildebrand se fout dans le mur dans le dernier virage, et c'est Weldon qui gagne. Bon, bah là aussi, si c'est pas incroyable ce finish. Donc tu vois, je veux croire qu'effectivement tout peut arriver et tout arrivera dimanche prochain, mais bon, c'est vrai qu'a priori ça a l'air un peu cadenassé. Moi, ce qui m'amuse aussi, c'est que Abitbull, notre ami Cyril Abitbull, qui met la pression à distance à Fernando Alonso. Hein, si c'est pas cette année, c'est fini, tu rentres à Viry-Châtillon l'année prochaine. Hein. Non, mais c'est vrai que ça m'a un petit peu amusé, entre guillemets. Mais il a pas tort. La réalité reprend ses droits, et un patron F1, oui, c'est pas Fernando Alonso, oui, c'est pas une totale liberté, c'est pas une totale... Entre nous, mon cher LFB, je sais pas si l'année prochaine Abitbull sera encore là pour engueuler Fernando s'il va être dit. Ah bon. Ah oui, effectivement, là tu pas sûr qu'il sera encore là. Ok Maxime, bon bah voilà pour Indianapolis. En tout cas forcément on a hâte, parce que c'est un spectacle quand même qui doit être suivi. Donc on le fera bien sûr, et on en reparlera peut-être dans 15 jours dans notre prochaine émission. Et puis bah écoute, maintenant je te propose de conclure avec notre dernière et traditionnelle page consacrée aux autres sports et au reste de l'actualité du sport auto. Voilà la section checker, donc le drapeau damier qui va s'abattre sur notre émission, que vous retrouvez évidemment sur les chaînes YouTube de l'Afterlap et de Maxou le pilote, bien évidemment. Green White Checker, donc avec ce round-up, ce panorama de l'actualité du sport auto. Alors il y en a pas mal ces derniers jours, pas mal de courses qui ont eu lieu. Maxime, moi j'ai envie de commencer par la Formule électrique qui a conclu sa saison. Alors je sais que tu suis ça très attentivement et je t'en félicite, parce que c'est un peu moins mon cas. c'est un petit peu ma peine, tu vois. Mais voilà. Bon. Alors on a titré Berlin l'enchanteur, parce qu'il y a le jeu de mots certes, mais il y a aussi cette philosophie qui a consisté à changer le circuit. Perso, j'aurais pris parti de dire Berlin en chantier, mais bon, ça c'est autre chose. Ah, pas mal aussi, tout à fait. Sur le principe, moi j'ai trouvé ça génial, qu'on ait un même lieu et qu'on module différemment. C'est amusant, c'est original, c'est surprenant même. Alors est-ce que pour toi ça a été à la hauteur de l'événement, je dirais, et cette fin de saison rassemblée dans un même lieu, même si un petit peu transformé, ça t'a plu? Alors, est-ce que ça m'a plu? Oui, parce que personne n'a osé le faire quand on sait que la F1 pouvait le faire à Silverstone avec différents tracés ou d'autres disciplines. Bon, on va pas couper le Raidillon en deux pour le WEC, mais là c'était faisable. Le principe même pour moi, la Formule I, ce sont des Lego, c'est-à-dire qu'ils prennent des circuits, ils modulent leurs circuits. Donc le fait de d'avoir fait quand même 6 courses en 9 jours au niveau technique, pour les batteries, pour les voitures, pour la logistique avec les pneus, etc., chapeau. Bon, après c'était en Allemagne, ça devait être plus facile. Mais malgré tout, c'est quand même un bel exploit. Donc ne fût-ce que pour la prouesse et le fait qu'il n'y ait pas eu de couac, c'était très bien. Maintenant, pour moi, il y a quand même eu un couac, enfin un point de questionnement, mais c'est un petit peu le règlement, c'est le cas d'Acosta. Alors, comme tu le sais sans doute, l'équipe DS Techeetah, donc avec Jean-Éric Vergne et d'Acosta, a été titrée, et c'est le Portugais qui est champion. Moi, il faut savoir que d'Acosta, je le suivais en DTM et j'ai jamais été un grand fan du garçon, même si... Voilà. Mais il a quand même une réputation de, pas dire de sale gosse, mais la première chose qu'il a dit, c'est voilà, maintenant j'ai enfin gagné le respect des gens, peut-être en étant champion, prouver que j'étais pas là pour faire de la figuration. Mais maintenant, il y a quand même quelques questions qui se soulèvent au niveau de ce qu'on appelle l'attaque mode. Comme tu sais, il y a une zone dans laquelle on doit passer, comme un portique, si tu veux, sur une partie un peu plus large du circuit, où on détecte la voiture sur cette partie-là, et pendant plusieurs tours, on a droit à un boost d'énergie. Bon. Sur le principe, c'est très simple. En plus du fan boost, évidemment, de la communauté. Oui. Le problème, c'est que les gens se sont offusqués en disant d'Acosta ne passe pas véritablement dans entre guillemets, le portique établi pour activer cette attaque mode. Et ça a fait débat tout le week-end. Sauf que ce que le grand public ne sait pas, et ce qui a été justement expliqué sur Twitter, en partie d'ailleurs par Renaud Derlot, que je salue, c'est qu'en fait, au moment où il passe dans cette section du circuit, le pilote doit activer sur son volant
la demande, ou en tout cas valider le fait qu'il prend l'attaque mode. Et en fait, certains, dans le virage, notamment André Lotterer, etc., sont passés un peu mieux sur l'esthétique, en tout cas à l'image, sur la partie où il fallait passer pour activer l'attaque mode, alors que D'Acosta a coupé d'une demi-voiture et l'a eu. Alors c'est un point de détection qui était mal établi et certains pilotes se sont fait piéger, mais D'Acosta a très vite trouvé la trajectoire idéale dès les premiers rounds. Et comme ce virage n'a quasiment pas changé pendant tout le week-end sur les épreuves, chaque épreuve il était un peu mieux. Alors certains ont essayé, parce que tu te doutes bien que c'était tentant de dire on va faire comme D'Acosta, si pour lui ça passe, pourquoi ça ne passe pas pour nous? Le problème c'est que c'est pas passé pour les autres. D'autres n'en ont pas profité. Je ne dis pas ça parce qu'il est belge, mais Stoffel Vandoorne en a profité. On a eu dans la course un double dépassement dans la ligne droite qui suivait parce qu'il avait cette attaque mode et c'était à l'extérieur vachement impressionnant. On a eu aussi un côte à côte entre Verne et D'Acosta au moment où Verne prend vraiment l'attaque mode, passe par cette partie du circuit. Donc ça a été bien utilisé, mais ça a été, je pense, mal encadré. Ou alors il faut, je sais pas, mettre un bollard, j'en sais rien, mais c'est assez particulier. C'est à retravailler pour l'année prochaine, je pense. Ou à vraiment un trait physique sur la piste, j'en sais rien, comme une entrée, une sortie des stands, et si tu coupes la ligne, t'as une pénalité. Ça, pour le coup, ce serait sympa et ça permettrait de scolariser et de structurer un peu tout le monde. Pour revenir sur le sujet des courses et le spectacle, puisqu'on va en parler encore brièvement, dernière victoire acquise par Stoffel Vandoorne avec la Mercedes, qui d'ailleurs est redevenu, entre-temps, pilote d'essai McLaren. Donc si Norris ou Sainz a un Covid-19 positif, coucou Stoffel, c'est lui qui prend la place, c'est pas Gutiérrez qui lui reste chez Mercedes. Voilà, ça c'est pour la parenthèse belge, pour ceux qui nous suivent du plat pays. J'ai bien aimé ce qui s'est passé avec le circuit qui était modelé pendant les 6 jours. Le dispositif était aussi bien intéressant, ils étaient sur la grille de départ, on n'a pas eu trop le sentiment qui manquait parce que finalement l'ambiance de la Formule I, c'est pas le public qui la donne pour moi parce qu'on entend rarement le public maintenant que les voitures font un peu de bruit. Donc ça m'a pas trop manqué parce que généralement on a les murs. Tu sais, on a les murs en bord de piste et on voit pas le public, hormis des plans spécifiques. Donc moi ça m'a pas manqué outre mesure, je me suis bien amusé. Je suis encore la discipline, je trouve que c'est une bonne idée et que ça continuera à être une bonne idée. Est-ce que le spectacle était là? Oui, dans le peloton il y a eu des bagarres formidables, tu voyais les pilotes en travers, c'était vraiment génial. Par contre, il y a une équipe, DS Techeetah, qui était 5 dixièmes ou 7 dixièmes devant pendant toute la semaine. Ça malheureusement, c'est ce qu'on reprochait à l'époque à Idams, un Renault Idams au début qui était devant avec Buemi, Prost, etc. Ils étaient juste meilleurs, un peu comme Mercedes. Maintenant, voilà. Bon, écoute, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Très bien, tiens, pour rester en Belgique, à Spa, on a eu le LMS et le WEC. Donc moi, mon petit message du jour, c'est d'adresser un amical salut à mon collaborateur de l'Afterlab, Tristan Gomandi, qui a été mêlé dans cette fabuleuse bataille du dernier tour pour la 2e place en WEC, parce que United était devant, en ELMS. United était devant, mais il y avait une bataille à 3 pour la 2e place, et Tristan, hélas, a connu une crevaison, il a fait un 360 juste avant l'arrêt de bus, ça a été assez chaud. Mais en tout cas, il a fait le spectacle, il a pu préserver une 4e place, certes décevante, mais finalement valeureuse, et bravo à lui. Mais c'était un superbe spectacle. Et puis, juste après, on a enchaîné le WEC. Alors, United, je poursuis sur la lancée, qui devient l'épouvantail maintenant, en P2, parce qu'ils sont imbattables depuis le début de la saison, en ELMS, et puis ils ont gagné en WEC à Spa. Et au niveau de la catégorie Rennes, donc c'est Toyota qui a là aussi remis les pendules à l'heure, même si Rebellion avait fait la pole. Au vu de la course, t'as un commentaire sur cette manche WEC? Écoute, Baïkoles s'est planté, Rebellion a fait la gueule et Toyota a dominé. C'est le WEC depuis 3 ans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre pour le P1? Moi, je t'avoue que je suis plus le P1 parce que Baïkoles, on sait qu'ils vont essayer de faire quelque chose, mais ça ne marchera pas, à part en virtuel, puisqu'on rappelle qu'ils ont gagné les 24 heures virtuelles. Rebellion, pour moi, ils ont le meilleur package et ils font un top boulot, mais ils n'ont pas la récompense parce qu'en face ils sont pas à égalité avec Toyota, point. Ça ils l'ont assez dit et je suis toujours d'accord avec eux. Toyota s'est baladé, qui va gagner, la meilleure des deux, voilà, je pense que quand on en est à un point où quand on change le capot pour que la photo soit belle avant l'arrivée, pour que la voiture soit bien propre, je pense qu'on n'a pas trop de soucis à se faire. Si Mercedes on pouvait rentrer, mettre un petit coup de polish avant de passer l'arrivée, on le ferait aussi. Donc voilà, moi j'étais beaucoup plus intéressé comme d'habitude par le GT et par le P2 parce que on a eu en P2 une belle bagarre, il y a eu un dépassement dans le rayon sur l'Alpine aussi en sortie de stand. Alors je n'ai plus l'équipe qui se battait à ce moment-là, mais moi je regardais en anglais les commentaires, j'ai regardé aussi en français à la RTBF parce qu'on avait Thomas Bastin qui commentait avec Cédric Lizin que je salue. Mais j'ai revu les commentaires anglais. Et c'est vrai que là, on a eu les deux voitures vraiment côte à côte dans le raidillon jusqu'à la sortie et c'était impressionnant. On a eu un gros moment chaud aussi. Alors il y avait un pilote belge, j'en parle un peu, Maxime Martin, le fils de son père, qui roulait chez Aston Martin, qui nous a fait un dépassement sur la Porsche dans le raidillon. Ils étaient 4. Il y avait la Porsche à droite,
2 protos et la stone à gauche, il a coupé. Il n'a pas dépassé les limites de la piste, mais il a pris l'avantage sur la Porsche sous la pluie. Maxime sous la pluie est pour moi, alors je vais me faire des ennemis, Maxime Martin est le meilleur pilote de GT au monde sous la pluie. D'accord. Bah écoute, c'est établi. Vous pouvez gueuler dans les commentaires, je l'assume pleinement. Voilà, quand il tourne 35 secondes plus vite que tout le monde aux 24 heures du Nürburgring sous la pluie, voilà. Désolé Maxime Martin pour moi. Et sur le sec, tu mets qui meilleur pilote de GT, j'irai chez Porsche, je pense à Alib ou Romain Dumas. Je sais que Romain Dumas est excellent aussi en proto, mais pour moi en GT, Romain est très bon. Alors là, tu me prends un peu de cours, mais il y en a des très bons. Mais... Moi, de nos jours, je sais que Bruni, pendant des années, on a pu le considérer, je pense, comme le meilleur pilote GT. Iliani aussi était bon. Hein. Iliani, ouais. Mais actuellement, à chaque fois que je vois Calado en action, je suis assez bluffé. C'est vrai. C'est vrai, alors j'ai un peu de mal avec Ferrari parce que j'ai des antécédents avec Ferrari en GT, mais c'est vrai que chez Ferrari, moi j'aimais beaucoup Sam Bird et Calado ou David Rigone aussi. C'est des très bons pilotes. Malheureusement, voilà, la Ferrari marche un peu moins bien, même s'ils ont été champions, hein, quand même, ils ont quand même pas mal de palmarès. Mais voilà, mais après. Makowiecki, côté français, Makowiecki, pendant des années, on a pu le considérer comme le meilleur pilote GT du monde. Kevin Estre, de nos jours, je crois qu'il est exceptionnel. Avec Christensen, en tout cas, ils sont très soudés. Non, il y a des. Après, il y en a d'autres qui viennent de Belgique. Moi, je pense que, Lorenz et Dries Vanthoor sont excellents. Frédéric Vervisch aussi, qui a gagné Suzuka, qui gagne aussi le Nürburgring. Voilà, Winkelhock est un très bon pilote GT aussi chez Audi, donc là il faudrait prendre 3 heures et quelques verres pour en débattre. Mais donnez-nous aussi en commentaire sur YouTube si vous avez un pilote de GT favori. C'est vrai que moi je me souviens de Seb Bourdet avec Mako, enfin c'était exceptionnel au Mans, mais voilà, ça fait partie des plus belles bagarres des 10 dernières années en GT. Mais voilà, pour moi les meilleurs pilotes de GT sont dans la maison Porsche pour l'instant, quel que soit à peu près dans la discipline en GT3, GTE, mais voilà. Tout à fait. Bah oui, on les attend les commentaires bien évidemment, hein, parce qu'on vous remercie beaucoup de nous suivre et vous êtes globalement toujours très nombreux à suivre Green White Checkered, mais n'hésitez pas, un peu plus d'interaction, il y aura pas de problème. Et on vous répond. Voilà. Tu veux que je te fasse mon petit épisode australien récurrent ? Tout à fait d'accord. Une dernière chose, on salue quand même la chance qu'a eu Thomas Laurent, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a eu une boîte monumentale à Blanchimont avec l'Alpine. Personnellement, j'ai eu peur. Vraiment, j'ai eu très peur. Tu vois, ces derniers jours, entre l'accident de Thomas Laurent et ce qui s'est passé en MotoGP, je sais qu'on l'a tous vu, toi et moi, en live avec l'accrochage Zarco Morbidelli et l'évitement catastrophe ou chanceux, on va dire ça, de Rossi et de Vignales. J'en tremble encore parce que moi je vois Rossi blanc, je l'ai jamais vu comme ça. Hein. Pourtant, même avec ce qui s'est passé avec Simoncelli dans sa carrière, comme j'ai dit, c'est le dieu de la moto et le voir trembler, les autres derrière ne devaient pas faire les malins et ils sont tous remontés sur la voiture, sur la moto. Il y a eu 2 images un peu effrayantes ces derniers jours, on est d'accord, et bon, on salue Thomas Laurent évidemment, qui va bien, mais grosse frayeur, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors écoute, je voulais juste enchaîner par rapport à mon feuilleton en Australie, le Supercar, qui était à Darwin le week-end dernier. Donc c'est Darwin, c'est dans le territoire du Nord, c'est au nord de l'Australie. C'est sur le circuit qu'on appelle Eden Valley. Et donc tu sais que cette saison est marquée par une sorte de feuilleton concernant les pneus. Oui, on en a déjà parlé. La dernière fois, j'ai expliqué comment on avait un train de pneus soft et comment on l'utilisait pendant les 3 courses. Et je sais que d'ailleurs il y a eu un commentaire qui nous disait que c'était très intéressant, qu'il comprenait mieux ce qu'il avait vu à distance. Donc moi je suis ça très attentivement. Alors là, écoute, c'était encore une nouvelle configuration. C'est énorme, mais pour ça moi j'adore le Supercar. Là il y avait 2 trains de pneus soft pour le week-end. Donc 1 de plus. Donc possibilité d'utiliser plus les pneus soft. Mais c'est impossible d'utiliser que des pneus soft, on est bien d'accord. Donc la première course a été gagnée par Anton De Pasquale, donc qui s'était mis en évidence, tu sais, cet hiver avec les courses virtuelles. Bon, alors lui, il a réutilisé la même tactique, les pneus soft à fond pour la première course. Je mets tout sur la première course et il l'a gagné. Donc là, on va dire, c'est assumé, c'est voulu, ils ont tout fait pour, il a réussi, donc c'est comme ça. Les autres ont essayé déjà un petit peu plus de gérer les pneus soft. Bon, donc c'est pour ça que c'est redevenu le classement un peu plus classique, avec une victoire de McLaughlin dans la 2e course, qui a donc égalé Peter Brock, que tu connais dans l'histoire des 48 victoires dans sa carrière en tourisme australien, donc c'est quand même pas anodin. McLaughlin est au niveau de Peter Brock, rendez-vous compte. Et la 3e course a été gagnée par Whincup, donc voilà, avec le Red Bull Holden Racing Team qui reprend aussi un petit peu des couleurs. Mais donc, effectivement, il a fallu gérer les pneus. Donc, c'était quoi l'idée dans ces cas-là? C'est de changer que 2 pneus, parce qu'il faut changer au moins 2 pneus lors des arrêts au stand.
de changer de mettre 2 pneus soft et 2 pneus durs. Donc tu vois, le supercar, j'aime bien parce que ça expérimente un petit peu. Oui. On sait qu'on peut pas mettre des pneus soft sur tout le week-end. Et ben donc on panache. Voilà, donc ça fait une sorte de configuration qui fait qu'on essaye d'économiser les pneus soft et qu'à un moment donné, on les met en mode mélange avec des pneus durs. Tu vois, c'est pas mal parce que c'est un challenge. C'est un challenge. Alors, petite remarque pour ceux qui ne suivent pas le supercar, est-ce que tu peux expliquer au niveau des gommes, est-ce qu'on est obligé de faire par train? Est-ce qu'on peut faire par flanc comme en NASCAR? Comment on peut changer de pneus? On peut tout faire. On peut tout faire. Tu peux changer les arrières, tu peux changer les à gauche, les à droite, et tu peux même à une époque, Winterbottom avait fait un truc absolument incroyable. C'était il y a quelques années, toujours à Hidden Valley. Il avait inversé ses pneus soft. Alors ça, c'était équivalent à un arrêt au stand. Donc l'avant gauche devenait l'avant droit devenait l'arrière gauche, l'arrière droit. Et tu vois ce que je veux dire? Il a fait un tour en fait. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Ils avaient inversé le même pneu, mais sur différentes positions. Et ouais. Donc moi c'est ça que j'adore, c'est qu'effectivement ils arrivent toujours à trouver des solutions un peu étonnantes à laquelle on pensait pas, pour un peu d'astuces pour essayer vraiment d'utiliser au mieux les pneus soft. Mais j'aime beaucoup vraiment ça en supercar, c'est vraiment ce côté on fait du supercar mais on fait du touring car mais plus gros que les autres, on fait de la réglementation plus ouverte que les autres, il y a vraiment une ouverture d'esprit et c'est vraiment cool. Vraiment sympa. Et alors pour conclure, je t'annonce qu'ils vont refaire un nouveau meeting à Hidden Valley, je crois que c'est la semaine prochaine. Ils restent là-bas, tu vois, en mode un peu bulle, comme c'est la mode actuellement. Et là, ça va encore changer. 5 trains de pneus soft pour tout le week-end. Donc on passe en mode pneus soft. Voilà. Sauf qu'on sait que 5 trains, ça passe pas idéalement, c'est pas possible. Il va falloir aussi les gérer. Alors l'avantage, c'est que ça reste du soft tout le temps, mais ça veut dire qu'il va falloir être astucieux, que peut-être effectivement à un moment donné, va falloir inverser les gauche-droite, arrière-devant, enfin tu vois ce que je veux dire, il va falloir gérer ça. Bon voilà, alors d'aucuns diront, t'as vu, à chaque meeting ça change, ils savent pas où ils en sont, ils tâtonnent. Ah, ils savent très bien ce qu'ils font, je trouve, moi. Non, oui, effectivement, puisque ils veulent effectivement dynamiser leur discipline, ils veulent proposer quelque chose de neuf un petit peu à chaque meeting. Donc écoute, voilà, c'était ma petite page australienne pour dire que ça continue et que les pneus, c'est toujours un feuilleton là-bas et moi ça me passionne. Voilà. La seule phase que j'ai vue, elle avait de ce week-end, c'est les qualifications et j'ai vu un tour justement, je crois que c'est Winterbottom, mais je suis pas sûr. Le trafic sur cette piste est assez dur à gérer en qualif. Et il a fait le meilleur tour à ce moment-là. Alors qu'il y avait, sans mentir, peut-être 10 voitures sur le tour, mais tout le monde s'est écarté, il n'a pas été gêné, et il lâche pas, il lève pas, ils étaient à fond. Mais c'est vrai que tout le deuxième partiel, c'est un circuit que j'aime bien, notamment le dernier virage et la grande ligne droite, c'est très à l'ancienne parce que tu te dis s'il pleut ou que ça glisse, tu pars, tu sais pas où tu t'arrêtes. C'est un peu, c'est comme Snetterton ou Truxton, tu pars et tu glisses et voilà. Mais j'aime beaucoup ce circuit, mais le côté vraiment sinueux de se dire, s'il y en a un qui n'a pas le call à la radio de s'écarter, le tour il est fini quoi. Et c'est pour ça que c'est vraiment impressionnant parce que je crois qu'ils sont une bonne trentaine quand même en qualif, donc c'est quand même. Non, ils sont 24. 24, donc c'est quand même pas mal pour un petit circuit comme ça. Il y a beaucoup de petits circuits et voilà, c'est génial quoi, parce que s'il y en a un qui a pas le call, je pense qu'il se fait allumer dans les stands à la fin du tour rapide du pilote derrière. Les circuits australiens classiques, on va dire un peu anciens, sont des petits circuits effectivement qui font 3 km pas plus, avec le tour un peu plus d'1 minute, mais pas beaucoup plus. Et effectivement, il y a un esprit un peu anglais, comme tu disais, ces circuits aussi un peu emblématiques, Folkestone, Oulton Park, tout ça. Là, Sandown, Hidden Valley, Oran Park à l'époque, c'est ça, c'est des petits circuits. Et voir des voitures aussi puissantes et qui approchent les 300 km/h normalement, c'est un spectacle exceptionnel. Ça, crois-moi qu'évidemment, on est picousé. tu vas me rappeler ce circuit où il y a une épingle serrée légèrement en descente en Australie. Alors, je sais que c'est une longue ligne droite et ils arrivent sur une épingle extrêmement serrée et qui descend un peu comme No Kill, tu vois un peu. Une épingle vraiment serrée, une dernière épingle. Un peu en mode banking ? Oui, un petit peu. Je ne sais plus où c'était ce circuit. Non, parce que là, c'est le dernier virage, parce que je pensais à, comment il s'appelle, le circuit en Tasmanie, là. Ah oui, zut, tu me prends là. Mais bon, mais c'est vrai que je me rappelle de ces courses dans les années 80, justement, à l'époque où c'était impressionnant, et même dans les années 2000, où... ça passait à 2 de front à l'épingle et ça se touchait, ça se poussait, ça se mettait en tête à queue, mais il y avait rail à l'extérieur, un petit îlot à l'intérieur, un petit morceau d'herbe, mais ils arrivaient à 300 et pilaient, et s'ils se loupaient, c'était le rail, il y avait juste un rail quoi. Donc moi ça m'a toujours impressionné parce qu'on s'est dit, est-ce qu'ils se rendent compte de ce avec quoi ils roulent, dans quelles conditions ils roulent. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai toujours aimé. Et après, je termine là-dessus, mais ma génération a grandi, et même
les gens un petit peu plus vieux que moi avec un jeu qui s'appelait à l'époque DTM Autocar Race Driver. Et c'est une série de jeux sur console qui nous mettait un panel de disciplines avec la Formule 1, etc., la monoplace, la Formule 3000, la Formule Palmer, enfin des choses un peu obscures. Mais il y avait surtout le supercar, le V8 supercar à l'époque qui était mis en avant, et l'une des dernières disciplines où on pouvait accéder, les plus difficiles, c'était ça. Et les circuits étaient vraiment spécifiques, et je me rappelle que moi j'ai découvert en partie la discipline grâce aux jeux vidéo, grâce à ça, parce que j'avais aucune idée de ça, que ça existait. Et le bruit était exceptionnel, les voitures étaient exceptionnelles, elles le sont toujours aujourd'hui, hein. Moi j'ai toujours ce frisson, même si c'est plus officiellement du V8 supercar, mais sincèrement voilà, la discipline vit toujours bien. Et voilà, c'est atypique, c'est à l'australienne, c'est un peu comme la Formule 5000 hein, qui est là-bas, qui est assez unique. Voilà, ils savent faire les choses, et voilà, c'est que ça continue parce que ça fait du bien en ce moment. Bon, bah écoute, en tout cas, on essaiera de retrouver ce circuit, je compte sur toi pour me dire la prochaine fois quel était finalement ce circuit. Merci de m'avoir piégé, Maxime, j'apprécie beaucoup. Hein. Sympa, bonne ambiance. Hein. Attends. Un peu Vettel, je vois bien que... Est-ce qu'on dit aux auditeurs qu'on a quand même débattu 10 minutes pour trouver le nombre de victoires de Peter Brock, et que le responsable de la page Wikipédia, à mon avis, est mort il y a 10 ans parce qu'il n'y a plus rien de bon. Donc on a voulu vérifier nos stats. Mais moi je fais confiance à tes stats. À moi. Voilà, c'est 48 victoires, alors que sur Wikipédia, Scott McLaughlin, vous voyez 47 victoires. Donc je suis désolé, on est mieux, on est plus pro. Enfin, on a trouvé 49, 37, moi j'aurais compté 48 aussi, mais bon. Voilà, bon, bah écoute, tu es parole d'évangile en supercar, il n'y a aucun problème avec ça, je pense que tout le monde est d'accord. Allez, c'est toi qui vas avoir le mot de la fin avec le BTCC, parce que je sais aussi que c'est toi qui suis le BTCC. Qu'est-ce qui s'est passé lors du dernier meeting en date? Eh bien, on est allé à Brands Hatch, alors on avait parlé de public, enfin j'avais évoqué le public évidemment tout à l'heure. Encore, ça m'a appris parce que je me dis, bon, pourquoi pas. On sait qu'au VLN, en tout cas en Allemagne, il y a du public hein, avec des vigiles qui gardent les gens dans le public. Donc voilà, c'est faisable. Hein, coucou, c'est pas Francorchamps. Mais bon, à huis clos, ok, bon, c'est un peu dommage. Parce que vraiment, pour moi, Brands Hatch, c'est vraiment une arène. Tu sais, tu te rappelles des derniers Grands Prix d'Angleterre, c'était vraiment exceptionnel. Quel circuit génial, j'adore. C'est superbe. Enfin, tous les virages de circuit sont exceptionnels. Quand on y va pour la première fois et qu'on va en vrai voir Brands Hatch, on ne soupçonne pas à quel point la piste est complètement en dévers, la ligne droite. Et cette plongée à droite, là, c'est fabuleux. Ouais. Ah ouais, non, c'est... Enfin, tous les virages sont mythiques, et il s'est toujours passé quelque chose dans un des virages à Brands Hatch, que ce soit en Formule 1 ou en BTCC. Donc il y a justement eu 3 courses qui ont été disputées. La première remportée par Dan Cammish, la deuxième par Turkington et la troisième par Oliphant. Petite erratum de ce que j'ai dit, je me suis trompé dans mes notes parce que j'avais complètement zappé. Ce n'est pas Smiley qui avait gagné la dernière course lors du dernier épisode à Donington, mais c'était bien Ash Sutton sur l'Infinity. Donc désolé pour ce petit couac, je me suis trompé. Mais ici, Oliphant qui gagne pour BMW, ça fait du bien, puisqu'on rappelle que WSR n'a plus que 2 BMW officiellement depuis le retrait d'Andrew Jordan. Au niveau de la balance, on commence à avoir le poids, puisque tu sais qu'on rajoute du poids hein, selon les performances, donc on peut aller jusqu'à 45 kg. Là, on commence à avoir des voitures lourdes. Malgré tout, BMW et Honda sont toujours devant, hein, donc on l'a vu avec une domination quand même des 2 plus grosses équipes, hein, le Ayusa, Honda et WSR chez BMW. Donc la saison continue, pas de safety car provoqué par Nicolas Hamilton. Il y a du progrès, hein, on salue quand même le petit frère de Lewis. Mais voilà, non, vraiment beaucoup de bagarres, beaucoup de belles choses. Une météo plutôt clémente aussi, hein. C'est vrai que bon, en Angleterre c'est pas toujours gagné, mais voilà, donc le championnat commence à s'installer avec devant les BMW, les Honda en outsider. On essaie de garder des points aussi, on souffre pour pas mal d'autres pilotes, notamment les pilotes Toyota. Il y a quelques Corolla, quelques Mercedes classe A qui étaient un peu dans le devant du peloton les dernières années, et là ça se passe moins bien. Donc on sent vraiment qu'il y a une domination, qu'il y a une classe au-dessus avec les usines qui ne sont pas officiellement des usines, mais pour moi ce championnat est toujours aussi intéressant. On a eu quelques vraiment encore, bon, il y a encore eu des déboires entre certains pilotes qui ne s'aiment pas, mais ça c'est toujours la même chose, on a toujours des petits contacts en piste, des petits voilà, je t'embête, je te rends la monnaie de ta pièce, etc. Mais globalement c'était un bon week-end, et voilà, devant ces BMW qui dominent, et c'est normal. Et Oliphant commence à prendre vraiment confiance maintenant qu'il n'y a plus la pression de Jordan. Il n'est pas deuxième pilote, je pense qu'on gère très bien chez WSR, on gère très bien aussi chez Honda. Dan Cammish il est tranquille maintenant, il est l'homme à battre, en tout cas l'homme qui gère Honda en piste, et ça se passe très bien. Donc voilà, juste pour les résultats du BTCC, on va pas s'étaler plus que ça, mais on se donne rendez-vous pour le prochain meeting qui, si je ne dis pas de bêtises, serait Silverstone, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier. D'accord. Eh bien écoute, tu nous tiendras au courant de toute façon, on se retrouvera dans 15 jours, puisqu'on le sait, Green White Checkers est un rendez-vous bimensuel. Donc comme en ce moment effectivement les saisons battent leur plein, bah, on sait que lors du prochain numéro, vous inquiétez pas, il y aura de quoi dire, il y aura toujours eu un Grand Prix, il y aura toujours des commentaires, il y aura toujours de l'actu.
Et on ne s'ennuiera pas. On ne peut pas parler de tout, hein, LFB, mais on sait qu'il y a du DTM au Ring. On va essayer de varier un petit peu. Je vais essayer de vous donner aussi, comme LFB, d'autres disciplines. Mais moi, je tiens à mon BTCC. Tu tiens à ton supercar, c'est normal. Ça fait aussi partie du fait qu'on suit le film. Hein, c'est aussi le principe de ce podcast. Donc voilà, on va essayer de vous donner un maximum d'informations, les plus fraîches que l'on a, les plus vérifiées, bien sûr. Et voilà, le but aussi de cette émission, c'est de débattre entre nous, de faire un petit duel de génération, de points de vue, etc. Mais on se rejoint, mais parfois on n'est pas d'accord. Et voilà, on espère que ça continue toujours autant de vous intéresser. Donc voilà, on vous invite à vous abonner aux deux chaînes, que ce soit l'Afterlap et la chaîne Max Soul Pilote, parce je pense qu'on n'est pas prêt d'arrêter ce podcast. Ah oui, non, c'est un plaisir non dissimulé que de se retrouver et de papoter. Même si aujourd'hui on était globalement d'accord tous les deux sur pas mal de points, mais allez, écoute, avec les prochains Grands Prix ou Indianapolis, il y aura peut-être un peu plus de débat, mais écoutez, c'est l'actu qui veut ça. Bon, Maxime, allez, je te souhaite une bonne fin de mois d'août. Et puis écoute, porte-toi bien, portez-vous bien tous, merci de votre fidélité, de votre confiance, de votre suivi, merci pour les likes, les commentaires et tout ça, et bref, je te donne rendez-vous dans 15 jours et on se retrouvera donc pour un nouveau numéro de Green White Checkered, ok? Merci pour ton temps LFB, c'est toujours un plaisir et rendez-vous effectivement dans 2 semaines pour la suite de notre aventure. Merci à tous pour votre fidélité. Salut. Salut.